Salut tout le monde! On est de retour pour ne pas faire une commande de Revit. On va pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une famille. Parce que j'aime beaucoup les familles. Les familles de Revit, hein? Ça fait bizarre de dire ça, j'aime beaucoup les familles. J'aime beaucoup les familles de Revit, c'est ça dans le quoi je suis le meilleur, probablement parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Euh, donc, on va faire une famille aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire encore. I guess je vais improviser on the spot. Donc, j'ai un projet d'ouvert et je vais tout de suite ouvrir en fait, je vais créer une famille à l'aide d'un gabarit de famille. Je pense qu'on va commencer avec une famille 2D. Donc, une famille d'annotation. Donc, on va aller dans Fichier, Créer, Famille. Et je vais me retrouver dans mon gabarit, en fait, dans mon dossier des gabarits de famille. Donc, il se peut que selon la façon dont vous avez installé Revit, vous n'ayez pas la même chose que moi. Si vous ne trouvez pas vos gabarits de famille, soit qu'elles ne sont pas installées, soit que vos chemins d'accès par défaut ne sont pas les bons. Je montrerai ça peut-être à un moment donné dans vie. Mais pour l'instant, je vais vous montrer où les trouver si elles sont installées. Elles devraient être sur votre disque d'installation de Revit, programme data, Autodesk, l'année de Revit que vous utilisez, Family Template et la langue. Donc, ce n'est pas forcément la langue de Revit que vous utilisez. Il est possible que vous ayez d'autres librairies, donc les librairies anglaises par exemple. Donc, dans mon cas, j'ai la librairie en français. C'est suffisant. Ah, on se bien fatigué, cette affaire-là. Je vais déplacer ma face. Et on va aller tout de suite dans Annotation. Et on va pas créer une étiquette. On va faire... J'ai pas élément de détail, moi, là-dedans. Comment ça, j'ai pas élément de détail? Il est-tu ici? Modèle générique. Ah, il est là. Ben oui. On est classé par nom. Je devrais avoir élément de détail. Super. Éléments de détail métrique. Bon, ça n'a pas d'importance les unités, là, on peut les changer après. Vous voyez la différence ici entre éléments de détail, ligne. Donc, on va faire aussi une famille line-based, comme ça s'appelle, line-based family. Mais aujourd'hui, on va juste faire un élément de détail. On commence par la base. On va essayer de comprendre les concepts d'une famille. Déjà, savoir c'est quoi une famille, je ne l'ai même pas dit. Tiens, on va faire une famille, vous ne savez pas c'est quoi. Malade. Je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, je vais ouvrir mon gabarit de famille. Et avant de faire la famille, je vais vous expliquer ce qu'est une famille. Donc, on repart du début. Tout ce qui est dans Revit est une famille. Ça, c'est une famille. À l'intérieur de cet élément, j'ai des familles systèmes. Donc, les quadrillages sont des familles systèmes. Elles appartiennent au projet, à l'environnement de Revit. Dans le projet, la bulle est une famille chargeable. Ce qui veut dire que je peux ouvrir dans Revit sans avoir un projet. Je peux ouvrir une famille, décider de la forme, le texte, la couleur, etc., etc. Enregistrer ça, par exemple, sur une clé USB. Partir avec ma clé USB avec ma famille qui est toute seule, c'est un fichier seul, et l'insérer à travers n'importe quelle maquette Revit pour, par exemple, changer cette bulle-ci. À la différence du quadrillage lui-même, le quadrillage lui-même se trouve toujours à l'intérieur d'une maquette. Je ne peux pas sortir cette ligne pour la paramétrer dans un autre type de fichier. Je sais que ça n'a pas de l'air clair. On va essayer de, au fil du temps qu'on va faire des familles, on va essayer de se démêler et de comprendre un peu plus ce que je veux dire. Je vais vous donner un autre exemple avec les murs. OK? Les murs sont des familles système. Elles sont dans une maquette Revit, donc dans une maquette en lien mort, dans une maquette centrale locale, dans une maquette centrale sur un cloud, mais elles sont à l'intérieur d'une maquette, donc à l'intérieur d'un fichier RVT, à l'intérieur d'un projet. Elles peuvent aussi être à l'intérieur d'un gabarit, donc d'un fichier RTE, mais elles ne peuvent pas être modifiées dans un fichier RFA. Un fichier RFA, c'est un fichier de famille comme celui-ci. Donc, c'est un autre fichier
dans lequel je modélise une forme ou je fais un élément de détail en 2D et que je vais charger dans mon projet et dans n'importe quel autre projet. Les murs, eux, ne peuvent pas être sortis de la maquette. Ils sont toujours dans la maquette. Et le seul endroit où je peux les modifier, ce sont dans la maquette. Ce sont donc des familles système. Je pensais que ça allait être plus clair avec les murs, mais bon, ça fait pas beaucoup de sens. Fait que c'est ça. On va prendre pour acquis qu'avec le temps, on va devenir bien meilleur avec les familles système et les familles chargeables. Il existe aussi un autre type de. J'aime pas ça appeler ça des familles, mais bon, on- appelons ça une autre catégorie nébuleuse. Ce sont les modèles in situ. Donc, dans Revit, j'ai des familles système qui appartiennent à mon fichier RTE, donc mon gabarit, ou mon fichier RVT, mon projet. J'ai des familles chargeables qui sont généralement dans une bibliothèque. On peut aussi les télécharger sur Internet. J'en faites pas ça. Il y a plein de cochonneries là-dedans. Si vous le faites, en tout cas, ça c'est un autre topic, mais si vous le faites, vous devez faire du ménage dans les familles. Mais bref, les familles peuvent être classées dans une librairie que je peux insérer dans mon projet. Et il existe une autre catégorie d'éléments. Donc, ce sont les modèles in situ. Ce sont toutes les choses que je vais faire une seule fois à l'intérieur de ma maquette qui contiennent beaucoup moins d'informations. Donc, si par exemple, j'ai un espèce de vase de fleurs à faire. Pourquoi un vase? Pas un vase. Ça n'a pas rapport. C'était pas un bon exemple. J'utilise pas souvent des modèles in situ. Des modèles in situ, c'est quelque chose qui est créé à l'intérieur de la maquette pour un besoin particulier. OK, check bien ça. Mettons que dans ce projet-ci, j'ai besoin d'insérer une baguette de bois en angle pour mettre quelque chose. Ça pourrait arriver. Plutôt que de faire une famille qui va être utilisée juste une fois parce que c'est un cas précis pour ce projet-là, je préfère un modèle in situ, donc une extrusion à l'intérieur de mon projet pour le besoin de mon projet particulier. Je pensais faire ça plus court que ça, puis plus facile que ça, mais bon. Voici les explications pour les familles système, familles chargeables, puis modèles in situ. Je vous promets de vous donner quelque chose de mieux dans le futur. On va tout de suite faire une famille chargeable. Famille chargeable, donc, c'est un fichier RFA, mais il n'est pas encore enregistré, dans lequel je vais dessiner ou modéliser des éléments qui pourront être chargés dans mon projet. Donc, première des choses, je vais enregistrer ma famille. Donc, je vais faire fichier, enregistrer sous, famille, et je vais aller la mettre là où il se doit. Prenez l'habitude de donner un bon nom à vos familles. Lorsque mes familles sont en création, j'essaie de toujours trouver un nom pour dire qu'elles sont en création. Donc là, on va faire un élément de détail. Donc, je vais l'appeler AM, puisque ce sont mes initiales. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire, fait que je vais juste écrire élément de détail, alpha pour la version alpha. Donc, la première version. Et je vais faire enregistrer. Donc, on va voir que le nom ici en haut va changer. Super. .rfa, puisque je suis dans un gabarit de famille. Mais en fait, puisque je suis dans une famille. C'était un RFT au début, gabarit de famille. Maintenant, c'est un RFA, c'est une famille, puisque je l'ai enregistré comme une famille. Donc, je vais venir créer tout de suite des plans de référence et des lignes de référence qui vont me permettre de bouger ma géométrie. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. On va faire quelque chose qui va servir à rien pantoute, mais qui va nous servir à comprendre comment les familles fonctionnent. On va faire une zone de pas masquage, c'est même pas vrai. On va faire une zone de pochage. On va prendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je peux-tu mettre noir? On va faire un beau carré noir. Donc, on va faire un beau carré noir. Ici. Donc, voici un beau carré noir. Et on va ajouter des poignées de contrôle pour modifier la dimension de ce carré noir-là. OK? Et là, vous allez me dire, veux-tu bien m'expliquer à quoi ça va me servir? À rien pour l'instant. OK? Prenons pour acquis que c'était super important qu'on ait des carrés noirs dans notre projet, puis qu'on veut être capable de modifier leur dimension. Donc, en ce moment, si je regarde dans les propriétés de cette superbe famille,
il n'y a rien qui m'explique. Mais en fait, il n'y a rien qui me donne la possibilité de changer ses dimensions. Donc, le carré, en ce moment, fait 660 par... Oups, je ne sais même pas pogné la bonne affaire. Par 560. Merveilleux. Mais mettons que je veux qu'il fasse 700 par 600. Qu'est-ce que je fais? J'aurai besoin de paramètres. J'aurai besoin d'options. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais enlever cette zone-ci. Et je vais vous montrer comment procéder. Donc, étape numéro 1. Et là, les avis divergent. Je vais vous montrer ma façon de faire, qui est peut-être pas la bonne pour vous, mais si elle fonctionne, utilisez-la. Si vous en avez une meilleure, prenez la vôtre. Donc, je vais venir dans Créer et je vais faire une ligne de référence. Donc, cette ligne de référence-là ne sera pas visible dans ma famille, telle que mes plans de référence qui sont ici. Et elle va me permettre d'ajouter des dimensions ainsi que des flèches de contrôle pour modifier la forme qui se trouvait à l'écran. Donc, je vais commencer par faire une ligne ici, tout bonnement. OK? Et je vais vous expliquer un petit peu comment cette famille fonctionne. Donc, j'ai un plan de référence qui se retrouve au centre ici, qui identifie le centre de ma famille par rapport à son côté gauche et son côté droit. Il est piné, donc je ne peux pas le déplacer. J'ai aussi ici un autre plan de référence, qui identifie ma référence centre, avant et arrière. Ou avant et arrière, en tout cas. Ça dépend dans quel sens qu'on le regarde. Donc, ceci identifie le centre de ma géométrie. Donc, je vais commencer par mettre une ligne de référence ici et je vais lui ajouter une dimension à l'aide du raccourci clavier DI. Donc, j'ai fait une dimension ici de 573. Je vais cliquer sur ma dimension et je vais lui ajouter un libellé. Donc, j'ajoute un nouveau libellé à côté que j'appellerai... je le fais du centre au centre. Non. Je vais commencer avec longueur A. On va l'appeler L. J'aime pas ça faire ça. J'aime bien donner des noms complets à mes éléments. Donc, on va l'appeler longueur A. Et je vais vous expliquer par la suite les paramétrages de type et d'occurrence, OK? Parce que c'est quand même complexe. Donc, pour l'instant, je vais l'appeler longueur A. Je vais faire OK. Donc, on voit ici que j'ai maintenant une longueur et un plan de référence. Je vais recharger la famille dans mon projet. Donc, évidemment, on ne la voit plus. Mais elle est encore ici. Donc, élément de détail alpha. Je n'ai rien qui y est attaché pour l'instant, mais la famille, elle est encore là. C'est juste qu'on ne voit pas ses plans de référence et on ne voit pas ses lignes de référence. Donc, je vais juste aller vérifier que mes éléments sont bel et bien affichés. Plan de référence et ligne de référence. Super. Good. Donc, j'ai un élément, j'ai une dimension et j'ai la possibilité de bouger cette ligne en modifiant les dimensions. Donc, si je modifie ma longueur A pour 300, voici ce qui arrive. Hop, ma ligne se déplace. Donc, je la modifie pour 600. Voici ce qui arrive. Ma ligne se déplace. Super. Maintenant, je vais recréer ma zone de pochage. Donc, je vais faire un rectangle. Je vais aligner à l'aide de la commande AL ces contours ici avec mes plans de référence qui, eux, ne bougent pas. Et je vais les barrer. Et je vais l'aligner avec cette référence-ci qui, elle, bouge. Et je vais la barrer. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque je termine cette extrusion et que je change la modification, que je change la dimension? Hop! Mon carré rapetisse. Wonderful! C'était fort, hein? Crier. Je vais donc charger dans le projet. Et on va voir qu'est-ce qui arrive. Donc, je vais remplacer la version existante. Voici mon nouveau rectangle. Donc, mon rectangle que j'avais tout à l'heure. Et voici, dans ces dimensions, la possibilité de changer
sa longueur. Donc, en ce moment, ben, je vais vous mettre une cote pour que vous me croyiez. 573. Donc, je vais changer cela dimensionne, pas 800. Et donc, mon rectangle s'allonge de 800. OK? Je n'ai pas la possibilité de changer son épaisseur puisque je n'ai pas ajouté de paramètres qui permettent de le faire dans la famille. Donc, si je veux que mon rectangle fasse 1000, je vais venir modifier son type et je vais mettre 1000 dans longueur A et mon rectangle fait donc 1000. Je vais en faire plusieurs, un à côté de l'autre. Donc, voici mes rectangles. Donc, évidemment, si je change la dimension de 1 ici, tous les autres rectangles vont changer. Pourquoi? Puisque ce paramètre, longueur A, dans ma famille, ici, est un paramètre de type. Qu'est-ce que ça veut dire, type? Ça veut dire que ce paramètre-là va modifier tous les éléments qui portent le même nom. Comment s'appelle cet élément? Dans mon projet, je n'ai pas donné de nom encore, mais dans mon projet, cet élément s'appelle AM élément de détail alpha. Celui-là aussi, celui-là aussi. Regardez bien. Je vais le nommer. Je vais le renommer 500, puisqu'il mesure 500. Donc, celui-ci se nomme 500. Celui-ci se nomme 500, puisque je les ai renommés. Maintenant, si je modifie son type et que j'en crée un nouveau, donc je le duplique, mais lui va s'appeler 1000. Je vais changer sa dimension pour 1000. Donc, celui-ci s'allonge, mais celui-ci reste le même puisque c'est encore le type 500. Ça, c'est le type 1000. Donc, si je viens ici et que je le change pour le type 1000, il aura une longueur de 1000. Si j'en crée un nouveau ici et que je lui donne le type 500, sa longueur va se modifier pour la longueur de 500. Donc, si je modifie cet élément-là, puis je dis, mais ils ne sont plus 500, finalement, ils sont 200, tous mes éléments qui portent le nom 500 vont être modifiés. À chaque fois que vous modifiez un élément, vous devez vous assurer que votre nom de type suive les informations qui sont contenues à l'intérieur de ce type. C'est pas vrai qu'il fait 500, là, il fait 200. Fait que je vais le renommer. Je vais l'appeler 200. Donc, voici des propriétés du type. À chaque fois que j'en change un, tous les éléments qui portent le même nom changent. Retournons dans notre famille. Retournons ici dans nos propriétés. Je peux rapidement savoir si une propriété, donc si un paramètre est un paramètre de type ou un paramètre d'instance en regardant à côté du paramètre. Donc, il s'appelle longueur A, il n'y a rien à côté, ça veut dire que c'est un paramètre de type. Si je le change pour un paramètre d'instance, donc je vais le modifier. Instance et occurrence sont des synonymes, soit dit en passant. Donc, instance, occurrence, je vais le changer ici, je vais faire OK. À côté, j'ai une parenthèse avec le mot par défaut qui s'ajoute. Ça m'indique que c'est un paramètre d'occurrence. Je vais faire OK. Mais qu'est-ce donc un paramètre d'occurrence? C'est ce qu'on va voir. Et on va voir aussi comment ma famille va changer à l'intérieur de mon projet. Donc, regardez bien cette famille ici. Il n'est pas même compliqué, là. C'est un rectangle. Lorsque je vais recharger ma famille en ayant changé son paramètre pour un paramètre d'occurrence, regardez bien ce qui va apparaître. Des flèches de contrôle qui vont me permettre d'allonger mon élément seulement. OK? Donc, puisque c'est maintenant un paramètre d'occurrence, lorsque je vais le modifier, seulement l'élément sélectionné sera modifié. Donc, si je mets 300 ici, seulement cet élément-là sera modifié. Je m'en viens ici. Et là, vous regarderez que vous remarquerez, un meilleur choix de mots, que ses propriétés, donc sa propriété de longueur, n'est plus dans les paramètres de type, mais elles sont bien dans ses paramètres
d'occurrence, puisqu'elles sont attribuables seulement à l'élément sélectionné. Donc, si je mets 4000, seulement cet élément-là changera pour 4000. Donc, si je voulais que ces deux éléments-là aient la même dimension, je devrais sélectionner les deux, leur mettre une dimension semblable, et donc les deux seraient égales. Donc, indépendamment de leur nom de type, qui maintenant ne sert plus à rien dans le cas qui nous concerne, leurs propriétés vont changer en fonction de l'élément qui est sélectionné. Ça va jusqu'ici? Je vais prendre ça pour un oui! Je suis même pas drôle! OK. Donc, je vais vous montrer quelque chose aussi. Donc j'ai changé mon paramètre pour un paramètre d'occurrence et j'ai deux flèches qui sont apparues. J'en ai une qui se trouve ici, donc sur cette ligne de référence, et j'en ai une autre qui se trouve sur ce plan de référence. Celle-ci me permet d'agrandir l'élément et celle-ci me permet de agrandir l'élément aussi. Prenons pour acquis que je ne veux pas agrandir l'élément des deux côtés. Prenons pour acquis que je veux toujours que ma face, donc la face de cet élément-là, soit alignée. Donc, je ne veux pas avoir la possibilité de déplacer cette ligne. Bon, là, je ne peux pas dans la famille, mais je vais devoir changer cet élément pour lui dire qu'il n'est pas une référence. Lorsqu'un élément est une référence, il peut donc être déplacé. Si je ne veux pas que cet élément-là soit déplaçable, je vais donc devoir lui dire, je vais devoir le sélectionner et lui dire qu'il n'est pas une référence. Lorsque je vais recharger cet élément dans mon projet, je vais voir que ma flèche a maintenant disparu puisque je lui ai dit « Tu ne peux pas en faire une référence. Je veux que ça reste toujours fixe dans mon élément. » Donc, je vais raligner mon élément ici. Donc, mon élément fait 2912 et la seule façon de le modifier, c'est en déplaçant sa flèche ici. Si je le déplace de l'autre côté, la seule chose que je peux faire, c'est le déplacer. Donc, je peux le draguer pour le déplacer. Je n'ai pas la possibilité de l'agrandir des deux côtés puisque j'ai supprimé la référence. Donc, en fait, je ne l'ai pas supprimé réellement. J'ai seulement dit à Revit que ce n'était pas une référence, je ne veux pas de flèche. Bon, j'ai dû couper la vidéo puis recommencer, fait que là, j'ai comme perdu le fil. J'avais changé la référence, j'avais mis ça à référence, pas de référence, ouais. Puis on avait perdu nos flèches de contrôle, je le remets, charge dans le projet, hop, hop, remplace la version existante, on avait perdu nos flèches de contrôle, ok. Donc, on avait obtenu le résultat escompté. Donc, notre rectangle s'agrandit seulement d'un côté, puisque je n'ai plus cette référence. Ben oui, bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? OK, donc j'ai un rectangle qui s'agrandit juste d'un côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous recommande toujours de... Ah non, c'est pas vrai! Yeah! Je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va faire du fine-tuning. Non, OK. Ouais. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai. On va mettre le truc de l'autre côté. On va mettre la référence de l'autre côté pour avoir un carré, rectangle, whatever, qui s'agrandit des deux côtés. Après, on va faire du fine-tuning. Donc, je vais faire la même chose dans l'autre direction. Je vais faire un... Je vais cacher ça. Je vais faire HH pour cacher temporairement. Et je vais venir faire créer ligne de référence et je vais en créer une autre de l'autre côté. Je vais faire une dimension comme ça ici. Hop. Je vais le nommer. Donc, j'aurais pu dupliquer l'autre. Je vais faire ça à la place. Je vais venir ici. Je vais dupliquer longueur A. Je vais l'appeler longueur B puisque le paramètre sera identique. Et ensuite, je vais venir ici pour lui attribuer le paramètre longueur B. Donc, mon élément s'est déplacé. Et ensuite, je peux venir modifier la limite pour aligner ici et barrer ma limite ensemble. Ou je peux
prendre ma flèche, la glisser et barrer mon élément de référence. Et là, il y a des gens qui vont vous dire, c'est bien beau tout ça, mais t'as pas besoin de ligne de référence. Tu peux juste faire une région remplie, puis mettre des dimensions dedans, puis avoir tes poignées de contrôle. Oui, tu peux très bien faire ça. Et j'en profite pour vous montrer comment fonctionnent les lignes de référence et aussi parce que la priorité des éléments n'est pas la même. OK? Donc, si je place une dimension sur une ligne de référence, la priorité sera accordée en fonction de la priorité dans laquelle elles ont été créées. Et parfois, selon ce que je veux, si je veux que ma géométrie se déplace ou si je veux qu'elle s'agrandisse, parfois je vais devoir mettre les cotes sur mes esquisses. Parfois, je vais devoir mettre les cotes, donc mes paramètres, sur les lignes de référence. Ça, c'est des familles de Revit complexes. Ça, c'est quand on est rendu à faire des familles qui doivent bouger dans plein de directions, mais qu'il y a d'autres affaires qui doivent rester stables. C'est super tricky. Donc, moi, je vous montre les bonnes manipulations à faire dès le départ afin d'éviter que vous ayez des problèmes puis des unexpected movements dans vos familles. OK? C'est plus long, mais d'un, c'est plus beau, c'est plus propre, c'est plus facile à modifier et c'est très certainement plus optimal. Si vous voulez pas le faire, puis vous voulez utiliser les trucs, les raccourcis de d'autres personnes, faites-le, mais ça se peut que vos familles fonctionnent mal quand vous allez avoir des familles complexes. Vous m'appellerez après ça pour que je vous aide à régler vos problèmes. Donc, je vais charger dans le projet mon élément et je vais voir que je vais avoir deux nouvelles flèches qui vont apparaître, une en haut et une en bas, puisque je n'ai pas changé mon plan de référence pour lui dire de ne pas être une référence. Donc, voici ce qui va arriver. Hop! J'ai ma flèche ici qui me permet de modifier l'élément horizontalement. Et j'ai ma flèche ici qui me permet de le modifier verticalement, mais j'ai aussi celle-là que, comme j'ai dit plus tôt, je ne voulais pas. Donc, dans mon projet, je vais devoir sélectionner ce plan et lui dire n'est pas une référence, recharger dans le projet. Et j'ai maintenant deux seules flèches de contrôle. Ce sont des paramètres d'occurrence, donc lorsque je modifie un élément, seulement celui-ci se modifie. Et là, est-ce que vous voyez la position des flèches de contrôle? Ici, là. Genre n'importe où. Absolument n'importe où. Donc, elle, c'est pas si pire. Elle, ça va quand même. Je vais la faire pire que ça. Checky bien ça. Je vais faire ça de même. Ah! Hmm. Ah, on a une belle flèche ici qui fonctionne. Puis on a une belle flèche ici qui fonctionne. Celle-là, elle est encore pas si pire parce qu'elle est au-dessus de l'élément. On va la mettre encore pire. Quelle horreur! C'est une aberration. OK? Regardez mes flèches. Où est-ce qu'elles se trouvent? Sont à genre 5 clin des meumeux. Mon rectangle il est là. Ma flèche a crissé son camp. Elle dit moi, je suis pas concernée dans cette histoire-là. Moi, je vais vous regarder, mais de loin. Tu sais, genre quelqu'un qui est invité au party, mais qui a pas vraiment envie d'être là, fait qu'il est l'autre bord de la fenêtre. Mais c'est ça. Cette flèche-là, on sait pas si elle veut être là ou si elle veut pas être là. Et il y a une façon de la placer au bon endroit. Hey, cette vidéo-là va être long. Oh! Mon Dieu. Il va surtout être long à éditer. OK. Donc, on va placer nos flèches à un endroit qui fait beaucoup plus de sens. J'aime beaucoup le placer au centre, ici, de ma géométrie. Je peux aussi le placer juste en haut, au bout, mais c'est trop facile de le placer là. Donc, je vais vous montrer comment le placer au centre de votre élément. Donc, ce que j'aimerais, c'est que ma flèche se retrouve toujours au milieu de mon carré, donc de ma forme, peu importe sa dimension. Donc, je vais commencer par changer ça pour quelque chose qui est comme moins agressif, qu'on puisse voir comme il faut les lignes. Donc, si je viens ici, hop, et que je place ma ligne comme ça ici, ma ligne de référence comme ça, et que je place elle comme ça ici, et que mon rectangle fait 300 par 300,
Mes flèches devraient être à peu près au milieu. Même s'il ne fait pas 300 par 300, hein, c'est wonderful. Donc ici, ça reste au milieu. Ici, ça reste au milieu. C'est quand même pas si pire. On va le modifier un petit peu. On va faire ça. Tiens, mettre ça comme ça. Quand même. OK. Je recharge dans le projet. Je vais remettre 300 par 300. Hop. Donc, voici ce que j'ai à 300 par 300. Et si jamais je me mettais à 2500 par... Oups, 2500, mes flèches commencent à être à un endroit qui fait un petit peu plus de sens. Donc, en fait, à chaque fois que je vais bouger mon élément, comme ça ici, mes flèches vont comme se déplacer. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là ici, mais mes flèches changent de place. OK? C'est pas super dans la conception d'une famille. Ça fait un petit peu beginner. OK? Je m'en viens là, je m'en viens là, puis là, oups, mes flèches se déplacent. OK? Donc, je peux. En fait, la façon que ces flèches-là fonctionnent, pour les lignes de référence seulement, c'est qu'elles viennent se positionner au centre, OK, de la ligne de référence. Cette ligne de référence-là ne bouge pas. Dans la famille, elle reste identique. Donc, si je suis dans ma famille et que je mets 1200, donc ma ligne de référence, elle est ici. Donc, ma flèche, en fait, ma flèche devrait se mettre à peu près au milieu de ma géométrie par rapport à ma ligne de référence. Donc, si ma forme fait 1200, là, étant donné que ma ligne de référence, elle est ici, ma flèche devrait se placer à peu près là. Donc, si on retourne dans le projet, puis qu'on y met une longueur de 1200, donc c'est ça. La flèche, elle est à peu près là. OK? À peu près, j'avais dit ici. Close enough. Moi, je veux qu'elle soit toujours au centre de mon élément, peu importe sa longueur et peu importe sa hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais la déplacer ici pour vous la montrer. C'est que je vais la barrer. Je vais barrer ses extrémités sur ma géométrie. Donc, premièrement, étant donné que la ligne du haut ne bougera jamais, je vais déplacer un de mes points. Je vais cacher ça, ça va être mieux. Je vais déplacer un de mes points bleus de ma ligne de référence sur cette ligne. Elle ne bougera donc jamais, mais pour en être absolument convaincue, je peux la barrer. Boom! No way que ce point-là va bouger, il est barré sur la ligne. Ensuite, je vais descendre l'autre ici et je vais venir le barrer sur cette référence-ci. Vous voyez, là, elle s'approche ici. Je peux venir la barrer sur cette ligne de référence-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que lorsque je vais changer cette dimension, ma ligne de référence va elle aussi agrandir. Donc, elle sera toujours de la longueur de mon élément. Je vais maintenant répéter l'opération de l'autre côté. Je vais barrer le point sur ce plan de référence. Je vais barrer ma ligne sur l'autre ligne, ici. Elle s'est barrée automatiquement puisque les coins se joignent et se barrent automatiquement. Et donc, lorsque je change mes dimensions, hop, mes lignes de référence ont la forme d'un carré. Elles bougent en même temps. Ma forme a l'air de ça. Je vais charger dans le projet. On va voir que maintenant, mes flèches seront toujours au milieu de ma géométrie, peu importe, même si je la rapetisse. C'est-tu pas wonderful, ma Ginette? Gros love pour toutes les Ginettes de ce monde. D'ailleurs, c'était vraiment une phrase de macho, pour vrai. Je pourrais peut-être la refaire. C'est-tu pas wonderful, ça? Donc, c'est ça. C'est tout. Ça a pris forever juste pour qu'on apprenne ça. Mais on a appris plein de notions importantes aujourd'hui. Je veux juste revenir dans la famille et vous montrer quelque chose. Si vous changez les paramètres d'occurrence pour des paramètres de type, vos flèches vont disparaître. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas modifier un élément unique. Quand vous modifiez une dimension, ce sont tous les éléments de la même famille qui se modifient. Vous êtes donc obligé de rentrer dans le type d'élément. Donc, les flèches contrôlent des paramètres d'occurrence seulement et les paramètres de type ne sont pas contrôlables par des flèches. Et je vais appuyer
mes propos en vous montrant la preuve. Donc ici, j'ai perdu toutes mes flèches de contrôle et maintenant, lorsque je modifie ma longueur A et ma longueur B, c'est mon élément, c'est tous mes éléments qui portent le même nom qui sont modifiés. Donc, voilà. Introduction aux familles de Revit. Fait qu'à plus tard, à une autre fois, pour une autre famille qui va peut-être nous servir à quelque chose. Si vous avez des idées, suggestions de famille que vous avez envie de faire, vous pouvez les écrire dans les commentaires. J'aime toujours les nouveaux défis. Fait que, vous pouvez me mettre au défi de faire une famille. Fait que, ciao, pao!